fois de plus, bienvenue à toutes et à tous et merci de retrouver donc la palabre intellectuelle. Alors, comment comprendre la demande des Nations Unies d'un transfert rapide du pouvoir aux civils au Mali, au Burkina Faso également, en Guinée? Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies qui boucle une tournée en Afrique de l'Ouest, a donc précisé qu'il était donc important, voilà, de faire en sorte que le pouvoir soit transféré aux populations civiles. Alors, on se pose la question, alors que dans un pays comme le Mali, il y a une force de maintien de la paix des Nations Unies qui, malgré sa présence, n'a pas pu ramener la stabilité. Qu'est-ce qui peut justifier cette précipité que l'on peut observer chez le secrétaire général des Nations Unies? Nous allons nous interroger dans le cadre de cette édition avec nos invités installés en multiplex. Nous aurons Yeri Bakoum qui est journaliste pour YBC Communication. Nous aurons également Larba Israël qui est analyste politique, ainsi que Luc Michel. Voilà, messieurs, on vous voit en ce moment, vous vous installez en multiplex, on vous salue, et très rapidement, on va revenir sur cette tournée en Afrique de l'Ouest d'Antonio Guterres, et juste derrière, on se retrouve pour le questionnement. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a entamé sa tournée africaine au Sénégal avant de se rendre au Niger et au Nigeria. Lors d'une conférence de presse dimanche, Antonio Guterres a dit avoir évoqué avec le président Macky Sall les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que le rétablissement des gouvernements civils en Afrique de l'Ouest. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Le chef de l'ONU a également préconisé le renforcement du partenariat stratégique avec l'Union africaine, qu'il a décrit comme un modèle de coopération régionale. Nous pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien et en tout cas l'Afrique en ce qui la concerne travaillera dans cette perspective de paix, de désescalade et de privilégier le dialogue pour que finalement les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie. Antonio Guterres a visité le chantier du futur siège des opérations régionales de l'ONU, ainsi qu'une unité de fabrication de vaccins. Face à l'urgence climatique, il a exhorté les pays riches à passer aux actes. Et force est de constater que nous sommes bien loin d'une trajectoire qui nous permette de baisser les émissions de 45% d'ici à 2030 et de contenir l'objectif de réchauffement de 1,5 degré. Les pays africains, qui ne sont pourtant pas responsables du problème, en sont souvent les premières victimes. Il est temps de passer aux actes. Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris. Dans le cadre de sa tournée africaine, le secrétaire général des Nations Unies participera ce lundi avec le président nigérien Mohamed Bazoum aux célébrations de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan pour les musulmans. Il rencontrera également des familles touchées par la violence et l'instabilité au Sahel. Retour sur ce plateau et très rapidement, je vais commencer par vous, Luc Michel. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Luc et bienvenue. Vous êtes à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir aux collègues sur le Zoom et bonsoir à nos téléspectateurs. Est-ce que Antonio Guterres fait bien, ou alors est-il prudent de sa part de mettre dans le même panier la situation en Guinée avec celle au Mali et au Burkina Faso? Est-ce que le message adressé à ces trois pouvoirs de transition doit être le même? Non, mais Guterres, c'est un VRP du bloc occidental. C'est un domestique qui vient resserrer les boulons. Il a fait un show, il a démontré que l'ONU, à part le Conseil de sécurité qui est neutralisé par les Russes et les Chinois, il a prouvé que l'ONU était au service des Occidentaux et il a surtout prouvé l'impuissance dans le dossier ukrainien et l'inutilité des Nations Unies. Quand on voit le show qu'il est allé faire à Kiev aux côtés de Zelensky, il a clairement pris parti pour les Ukrainiens
contre les Russes. Et les Russes d'ailleurs lui ont lancé un avertissement puisqu'il y a eu une frappe de missile à 3 kilomètres de la place du Maïdan au plein cœur de Kiev au même moment où il tenait une conférence de presse avec Zelensky. Qu'est-ce qu'il vient faire en Afrique? En Afrique, ça tourne de plus en plus mal avec les militaires qui ont pris le pouvoir. On connaissait déjà les colonels pro-russes du Mali, mais ceux-ci, évidemment, ont neutralisé la politique de sanctions qui avait été décidée par l'ONU, les Occidentaux et la CEDEAO. Et cette politique a été neutralisée avec l'aide des voisins, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, mais aussi et surtout le Sénégal. Ça tourne mal avec les militaires en Afrique. Au Burkina Faso, on annonçait un régime favorable à Paris et on annonce maintenant l'arrivée, comme disent les Occidentaux, du groupe Wagner. Le pire pour eux, c'est la Guinée-Conakry, puisque le lieutenant-colonel Doumbouya, c'était un officier qui était considéré comme pro-américain. Il a pris le pouvoir avec l'aide de l'Africom, mais il a dû constater les problèmes de son pays. Il a refusé tout d'abord de s'engager dans la confrontation avec les colonels de Bamako et dans le dossier ukrainien, dans la guerre des mines qui s'est exportée en Guinée-Conakry, il a pris le parti des firmes russes contre les firmes ukrainiennes. Voilà donc pourquoi Guterres revient. Son but, c'est le but des Américains, des Français et des Allemands, c'est qu'on chasse les militaires le plus rapidement possible du pouvoir et qu'on ramène les civils, c'est-à-dire qu'on ramène au pouvoir les vieux partisans de la Centrafrique et de la France-Afrique, pardon, et les vieux partisans du bloc américain. Voilà donc le raison de cette gesticulation diplomatique. Et je pense que là aussi, en Afrique comme en Europe centrale, l'ONU va démontrer son impuissance. Merci. Merci à vous, Luc Michel. Voilà, merci à vous, Luc Michel. On va très rapidement retrouver Yeri Bakoum. Alors, je vous retrouve, Yérim, alors que dans le cas, par exemple, d'un pays comme le Mali, on se demande pourquoi est-ce que le secrétaire général des Nations Unies est-il si pressé? Près d'$1 milliard engagés dans le pays pour soutenir une mission de maintien de la paix. Aucun résultat. Une pression terroriste forte et qui est maintenant en train d'être réduite par les militaires. Et malgré cela, on voit une précipité du secrétaire général de l'ONU qui demande qu'on remette rapidement le pouvoir aux civils, alors que pendant de très longues années, il a travaillé avec les civils sans aucun résultat au Mali. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer? Alors, je tiens à vous saluer d'abord et à saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement en direct. Je salue également votre émission. En fait, c'est pour se préciser, veuillez m'excuser pour le problème de connexion, c'est pour en fait faire retomber l'Afrique dans les mêmes dupes européens que l'Afrique subissait auparavant. En réalité, pourquoi se précipiter de remettre le pouvoir aux civils alors que ces différents États, pratiquement le Mali et le Burkina, sont en plein guerre terrorisme dont nous combattons actuellement. Est-ce qu'un civil peut mettre fin au terrorisme? Il y a une question d'interrogation qui doit être posée par rapport à ce point de connexion, à savoir que est-ce que si on remet immédiatement à un civil le pouvoir, est-ce qu'un civil pourra faire face à ces terroristes? Car c'est une guerre aujourd'hui qui est une guerre asymétrique et c'est une guerre qui est aujourd'hui militaire. Donc nous demandons à Antonio Guterres de se patienter et de mettre de l'ordre dans nos pays d'abord. De l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre de façon sécuritaire, de l'ordre de façon sociale, de l'ordre de façon, on pourrait dire même un peu de façon économique. Et voilà, après ces mises d'ordre généraux, on pourra remettre le pays vraiment à des civils. Car aujourd'hui, l'Afrique est menacée jusqu'à sa moelle épinière à travers ce phénomène qui est aujourd'hui le terrorisme, qui est gangréné, qui est en train de prendre des racines aujourd'hui. Et nous saluons ces colonels aujourd'hui qui font la fierté de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, nous pouvons nous en être fiers de ces colonels maliens, aujourd'hui qui ont montré la voie
c'est-à-dire la voie de la coopération avec la Russie, un partenaire aujourd'hui qu'on peut saluer, car leur partenariat, c'est un partenariat de type gagnant-gagnant. Même s'il y a un intérêt qui est derrière, mais leur partenariat est sincère, car tout ce qu'ils font, ils le font de façon très objective, très concrètement. Nous allons vous montrer un exemple palpant encore. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le Mali, la France, c'est-à-dire le pays, la France était au Mali il y a bientôt 9 ans. Ça n'a rien changé en matière de la sécurité, ça n'a rien changé en matière des attaques similaires, ça n'a rien changé en matière de la sécurité générale. Donc c'est dans ce sens que le Mali, le peuple malien, à travers le peuple malien et ses dirigeants, ses 5 colonels, plus le grand homme intègre, un homme sincère, le docteur Jobel Kokala Maïga, qui ont pu aujourd'hui tourner le bateau du Mali vers la Russie pour pouvoir donner un cap dont le peuple malien, toute l'Afrique peut être fière, car aujourd'hui nous sommes fatigués, principalement le peuple malien est fatigué à travers cette crise de sécurité aujourd'hui qui est là dans le Sahel et un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, on demande à Antonio Guterres vraiment de se patienter. Donner le pouvoir à des civils, on sait que c'est un émissaire aujourd'hui des États-Unis, on sait également que c'est un émissaire des Occidentaux, mais cette pression ne nous fera pas organiser les élections. Pourquoi organiser les élections alors qu'il n'y a même pas de zones sécurisées? Ces mêmes politiciens aujourd'hui qui prétendent organiser les élections, ils ne peuvent pas battre campagne dans leur localité pour faute d'insécurité. Comment on peut remettre, c'est-à-dire le pouvoir très rapidement à ces mêmes politiciens sans autant pouvoir sécuriser, c'est-à-dire nos pays, sécuriser même le Sahel s'il le faut? Voilà un peu ma vision par rapport à cette situation concernant, c'est-à-dire les propos du secrétaire général de l'ONU. Merci à vous. Larba Israël Lampo, je vous retrouve. Alors, Larba, on se demande très clairement pourquoi une telle insistance des Nations Unies. Alors, si les civils n'ont pas pu le faire, n'ont pas pu stabiliser ces deux États, en parlant du Burkina Faso et du Mali, qu'est-ce qui fait croire aujourd'hui aux Nations Unies qu'après les militaires, enfin, si jamais ils laissaient le pouvoir aujourd'hui, n'auraient pas terminé le boulot, qu'est-ce qui les fait croire qu'à cette fois-là, les civils réussiraient? Oui, bonsoir monsieur, bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Il faut dire que cette sortie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'explique du moment où le Mali, l'armée malienne est en train de monter en puissance et elle enregistre des victoires que la MINUSMA et Barkhane et Takuba et toute cette armée de la communauté internationale ou des pays européens et américains n'ont pas pu obtenir pendant 9 ans. Alors, ça montre également que aujourd'hui, si l'ONU se précipite pour demander qu'il y ait des civils au pouvoir, ça démontre clairement que le dernier souci des Occidentaux, c'est-à-dire l'ONU et tous ses partenaires, que ce soit européens et américains, et le dernier souci, c'est la sécurité et la stabilité de nos pays. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, au Burkina Faso, tu ne peux pas faire 10 km de Ouagadougou. Et on nous demande d'organiser des élections. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend quand il dit de remettre le pouvoir aux civils et dans quelles conditions. Il veut que le vote se passe comment? Il veut que la transmission se passe comment? Que ce soit l'Assemblée qui décide ou encore des sociétés civiles, des organisations de sociétés civiles, ou bien c'est la communauté internationale qui va désigner les civils qui vont prendre le pouvoir, ou bien ça va se passer comme un cadre au Burkina Faso. À l'heure actuelle, il est impossible de faire 100 km en toute sécurité à l'intérieur du pays. Et donc, je ne sais pas, on se demande quel est l'objectif visé par l'ONU. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi il attend au moment où le Mali, les autorités maliennes demandent à l'armée française de quitter le territoire malien pour venir demander maintenant qu'on donne un mandat robuste au niveau donc de la force onusienne installée au Mali depuis près de 10 ans, qui n'a jamais été capable de protéger ne serait-ce qu'un mariage civil.
Et on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'avec cette montée en puissance et cette décision des autorités maliennes qui consiste à se libérer donc des armées occidentales qui étaient là, qui jouaient double jeu, et pour permettre au Mali de prendre la responsabilité donc de la sécurisation de son territoire et contrôler pour éviter que ces Occidentaux continuent à livrer des informations aux groupes terroristes. Alors, on vient maintenant utiliser l'ONU pour mettre la pression pour qu'on puisse amener des civils qui ont brillé par leur échec à plusieurs reprises en étant au pouvoir, pour pouvoir les ramener au pouvoir dans le but de contrôler uniquement que ce pouvoir-là. Et lorsqu'il parle d'une armée de l'Union africaine ou de la CEDEAO pour remplacer donc la MINUSMA ou encore pour mener le combat, nous savons tous ce que c'est que l'Union africaine et la CEDEAO. C'est le président de la CEDEAO, le vrai président de la CEDEAO, c'est Macron. C'est lui qui est la loi fondamentale de la CEDEAO. Il suffit qu'il sorte et dise que non, la CEDEAO va prendre des sanctions contre le Mali, et les heures qui suivent, la CEDEAO prend des sanctions. Et donc, on comprend pourquoi ils sont pressés pour qu'on amène donc ces civils-là et permettre à ces organisations qui sont sous le joug donc de l'Occident et des États-Unis de pouvoir continuer à dicter donc leur volonté au président soi-disant civil qui sera là et qui n'aura pas ce mot à dire, et donc ils pourront ainsi maintenir le terrorisme dans la région du Sahel. Merci à vous, Israël. Alors, Luc Michel, je vous retrouve très rapidement. On a vu à la mort du maréchal du Tchad, de très regretté mémoire, Idriss Déby Itno. Luc, est-ce que vous me recevez? Je vous écoute. Oui. Voilà. Alors, je disais tantôt on avait suivi lors de la disparition tragique du maréchal du Tchad, voilà, que le monde entier pratiquement s'était mis d'accord sur le fait que la situation était militaire et ne devait être réglée que par les militaires, et c'est pour cela qu'on avait laissé effectivement Mahamat Idriss Déby Itno pouvoir gérer avec l'armée tchadienne cette riposte qu'il fallait dans le nord du pays pour nettoyer les hordes de terroristes qui venaient de Libye, et aujourd'hui le pays est stable. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que dans le cas d'un pays comme le Tchad, que l'on puisse être unanime sur le fait que ça se règle de façon militaire, et que quand il s'agisse du Mali ou encore du Burkina Faso, qu'il n'y ait aucune tolérance pratiquement? Mais nous étions dans un autre contexte géopolitique, et à l'époque, la France n'a pas hésité à faire le show, à mentir et à prétendre qu'elle contrôlait la transition de Tchad. On est aujourd'hui dans un autre contexte géopolitique. Il y a l'arrivée des Russes en Afrique, Wagner, comme disent les Occidentaux. Il y a la crise ukrainienne, il y a la crise des Nations Unies. Et ce qu'on jugeait légitime au Tchad, on ne le juge plus légitime dans les autres pays. Il faut constater que dans tout le Sahel, dans une zone qui va de la Libye au golfe de Guinée, il y a une invasion, une explosion des différents mouvements terroristes et djihadistes, et curieusement, qui permettent justement aux forces européennes destinées à remplacer les Français et aux forces spéciales américaines de s'installer. On le constate, c'est caricatural en Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara a fait allégeance aux États-Unis après une période de fâcherie avec l'administration de Donald Trump. Il y a des dizaines de milliers de forces spéciales américaines qui sont là-bas maintenant, sous prétexte de combattre le terrorisme. Le but de tous ces gens, évidemment, c'est pas qu'on résolve le problème du terrorisme. Comment légitimer la présence des armées israéliennes, des armées occidentales et Barkhane par exemple, mais surtout, comment aussi légitimer la présence des forces de l'ONU, MINUSMA, MINUSCA, MONUSCO, etc. Il ne faut pas oublier que les forces de l'ONU, elles représentent des budgets annuels en milliards de dollars, et tout autour d'elles gravite une cohorte de hauts fonctionnaires, d'ONG, de firmes de sécurité, c'est-à-dire de mercenaires occidentaux, et que si le terrorisme était vraiment vaincu,
comme Touadéra l'a fait en Centrafrique avec l'aide des Russes, et comme les FARMA vont le faire au Mali avec l'aide de Sewa Security, évidemment, il n'y a plus de légitimité pour maintenir les armées occidentales et pour maintenir les forces de l'ONU. Dès lors, évidemment, on ne peut pas soutenir la solution tchadienne et on arrive à ces contorsions diplomatiques dans le cadre du Mali, évidemment, où ça pouvait se comprendre, mais ça se comprend beaucoup moins au Burkina Faso ou en Guinée-Conakry. Voilà, Israël, je vous retrouve très rapidement. Alors, vous, quand vous regardez la situation, quand vous regardez que personne ne s'occupe de cette transition tchadienne, de combien de temps est-ce qu'elle durera, et quand vous regardez toutes les pressions qu'il y a autour des autres transitions, est-ce que quelque part vous vous sentez du deux poids deux mesures, ou alors pour vous, les contextes sont un peu différents? Non, il y a du deux poids deux mesures. Quand le secrétaire général de l'ONU parle de civils au pouvoir et qu'il ne parle pas de civils au pouvoir au Tchad, il y a un problème. Il y a un problème du moment où, au niveau, que ce soit au niveau du Tchad ou au niveau de la Guinée, c'est vrai que les deux pays ne sont pas confrontés à, sont moins confrontés à cette histoire de terrorisme. Mais c'est quand même des militaires qui sont au pouvoir au Tchad. Et donc venir aujourd'hui, la seule explication qu'on peut trouver, c'est que au Tchad, Macron est venu introniser un militaire. Et comme il a été intronisé par un Français, par le président Macron, alors son cas est particulier. Et donc le secrétaire général de l'ONU ne voit aucun inconvénient qu'il y ait un militaire au niveau du Tchad, mais les autres pays où la France et les États-Unis craignent qu'il y ait une contaminaison au niveau donc de la politique malienne, avec la pression des jeunes, que ce soit au niveau du Burkina ou au niveau de la Guinée, la pression qui est en train d'être mise sur les militaires au pouvoir. Ils craignent donc que ces pays-là, ces militaires-là emboîtent le pas donc du pouvoir central de Bamako pour faire appel à la Russie. Et si aujourd'hui la Russie arrive à avoir un deuxième pays comme le Burkina Faso à côté du Mali, alors leur projet d'étendre le terrorisme au golfe de Guinée va souffrir. Et donc du coup, il faut amener une marionnette qui va se précipiter donc au pied de Paris ou des États-Unis pour supplier, pour demander à ce qu'ils viennent assurer la sécurité, et donc du coup ils vont maintenir le terrorisme. Donc dire que le cas du Tchad est différent et que ils choisissent non seulement de mettre la pression au niveau donc des trois pays où les militaires ils n'arrivent pas encore à cerner la direction exacte des deux pays comme la Guinée et le Burkina, car le Mali c'est déjà clair, donc ils craignent une contamination au niveau donc à ce niveau-là. C'est pourquoi ils mettent la pression. Sinon, je ne vois pas quelle est la différence entre les militaires qui sont au Tchad et les militaires qui sont donc au niveau du Burkina Faso. Voilà. Yérim Bekoum, je vous donne à présent la parole. Alors, est-ce que pour vous, il y a une différence ou pas? Écoutez, Jérôme, moi je vous dis clairement que faut pas comparer ces deux pays-là. C'est-à-dire que, comme les Blancs eux-mêmes le disent, comparaison n'est pas raison. Un pays comme le Tchad, aujourd'hui, on a vu avant la mort même d'Idriss Déby qu'il voulait même sortir, c'est-à-dire entre les mains de la France, à travers ses actions, ses propos, ses dernières sorties avant sa mort. Donc au Mali ici, nous-mêmes, il y a d'autres qui prétendent, au Mali ici, il y a d'autres qui prétendent qu'il a même été assassiné parce qu'il voulait enlever sa main, c'est-à-dire avec la France. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? On peut dire maintenant, après sa mort, on est venu introniser son enfant. On est venu mettre son enfant au pouvoir pour pouvoir manipuler, c'est-à-dire les Tchadiens, manipuler l'opinion tchadienne pour comment dirais-je, pour avoir, c'est-à-dire comment le profit pour les Occidentaux. Voilà pourquoi on ne doit pas comparer. Aujourd'hui, le Tchad, on peut dire que c'est aujourd'hui le Tchad fait partie des colonies françaises, mais pas comme le Mali. Aujourd'hui, c'est le peuple malien même qui est aujourd'hui éveillé. Et j'en appelle aux autres peuples, tels que le Burkina,
la Guinée, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Sénégal, de s'éveiller et de sortir dans cette colonisation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qui ne date pas d'aujourd'hui. Que ces peuples-là se réveillent. Aujourd'hui, le Mali a montré un exemple. La France n'a plus de pression sur le Mali, on peut le dire. Mais la France n'a pas fini avec le Mali. Je m'explique en ces termes. Pourquoi la France ne peut plus rien faire contre le Mali? Parce que le peuple malien aujourd'hui est debout. Toute action, tout ce qui va à l'encontre des intérêts du peuple malien, aujourd'hui, le peuple est éveillé. Mais la France n'a pas fini avec le Mali. Je m'explique aussi à ce côté. Pourquoi déplacer, c'est-à-dire les forces Barkhane, les forces de l'armée française, pour les amener au niveau du Burkina? Je suis désolé aujourd'hui avec le président de la transition burkinabé, Damien et Damimba, qui a accepté aujourd'hui les forces de Barkhane qui viennent s'installer chez lui. C'est pour encore observer le Sahel. Il ne devrait pas en tout cas accepter, c'est-à-dire l'installation de ces forces, c'est pour encore continuer à déstabiliser le Sahel. Parce qu'au Mali aujourd'hui, Dieu a doté le Mali d'un espace aujourd'hui gigantesque. Contrôler tout cet espace, c'est pas facile, mais grâce aujourd'hui à la coopération russe, le Mali aujourd'hui a pu avoir un peu de matériel qui arrive un peu maintenant à contrôler son espace aérien et ses frontières. Donc, allant de là, concernant le Burkina, qui a laissé aujourd'hui les forces Barkhane s'installer, c'est pour encore observer le Sahel. Il devrait pas, ce peuple devrait se révolter, ce peuple devrait dire à la France, vraiment, pliez vos bagages. L'Afrique, ce n'est plus pour vous. Le Burkina, ce n'est plus pour vous. Le Mali, ce n'est plus pour vous. Et d'ailleurs, l'Afrique aussi, ce ne sera plus pour vous. Voilà un peu mon analyse par rapport à cette situation. Et que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il ne faut pas comparer ces pays-là. Le Tchad aujourd'hui, le Idriss Déby Junior qui est là, il a été installé, tout le monde sait qu'il a été installé par Macron. Et en même temps, il y a eu un coup d'état militaire là-bas. Parce que après le décès d'Idriss Déby, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fils qui a pris le conseil militaire de la transition, qu'il a donné ça. C'est avec les armes qu'il est venu se planter pour être président du Tchad. Et les Tchadiens ont accepté que c'est une transition militaire. Mais pourquoi alors, du moment où on accepte pour le Tchad, pourquoi on n'accepte pas pour le Mali? Pourquoi on n'accepte pas pour la Guinée? Et pourquoi on n'accepte pas également pour le Burkina? Voilà un peu mon analyse par rapport à la situation des prises de pouvoir sur ces différents pays-là. Voilà. Luc Michel, vous souhaitez réagir, oui? Bah écoutez, moi je n'accable pas du tout le Tchad parce que contrairement à ce que Macron croyait, le Tchad n'a pas évolué dans un sens qui était là. Il a signé des accords le même jour d'ailleurs que le Mali à Moscou avec la Russie. Il continue à confier l'électrification du pays aux firmes russes Rosatom. Et enfin, il a neutralisé la tentative de Paris d'amener au pouvoir des groupuscules armés qui étaient présents en Libye, notamment les groupuscules de Timan, Erdini, etc. Il a organisé un dialogue à Doha auquel la France n'a rien à voir et qui met en colère le Quai d'Orsay, où il a invité 29 groupes politico-militaires. Donc évidemment, les choses ne tournent pas du tout, y compris au Tchad pour les plans occidentaux, parce que l'arrivée de la Russie, évidemment, elle a perturbé la situation dans tous les pays. Dans tous les pays, les militaires qui sont arrivés au pouvoir, ils ont de l'oxygène géopolitique, diplomatique, économique. L'exemple typique, c'est le colonel Doumbouya, le lieutenant-colonel Doumbouya en Guinée-Conakry. C'était l'officier de liaison de l'armée guinéenne avec l'Africom. Et on dit que la garde de mercenaires de l'ambassadeur des États-Unis à Conakry a participé à la prise de la télévision la nuit du coup d'État. Mais aujourd'hui, le lieutenant-colonel Doumbouya, il se situe dans le cadre du dossier ukrainien, du côté des Russes, et dans le cadre du dossier malien, du côté des colonels de Bamako. C'est donc un échec global des Occidentaux, et qui explique d'ailleurs l'intervention de Guterres qui vient essayer de resserrer les boulons dans une tentative désespérée de critiquer les militaires et de ramener le vieux personnel politique de la France-Afrique. Je pense qu'ils sont en train totalement de perdre leur temps. La France est perd pied dans tout l'ancien précaré français et les Américains sont en train de perdre pied
Et l'ONU, évidemment, ne fait que traîner un peu partout son impuissance. C'est le cas également, par exemple, au Soudan ou en Libye. En Libye, les plans de l'ONU pour établir un régime à Tripoli basé sur les forces armées américaines, turques et les djihadistes amenés de Syrie par les Turcs, eh bien, ces plans ont échoué parce que les Russes se sont interposés en soutenant les forces de Haftar du côté de Benghazi et en détachant du côté de Tripoli l'ancien ministre de l'Intérieur, Bachaga, qui maintenant est aux côtés de Haftar. Voilà pourquoi les Occidentaux, évidemment, ils vont tout tenter. Je ne sais pas ce qu'ils vont tenter après Guterres, mais il y aura probablement encore quelque chose. Merci à vous, Luc Michel. On va très rapidement recevoir à présent Gamal Abina, qui est internationaliste et qui arrive à l'instant. Alors Gamal, le débat sur le plateau, c'est c'est cette sortie d'Antonio Guterres à Dakar, au Sénégal, où il interpelle effectivement à ce que les pouvoirs militaires puissent, en Afrique de l'Ouest, puissent rapidement donner le pouvoir aux civils. La cité des 3 pays suivants, le Burkina Faso, le Mali et également la Guinée. Mais à côté, on se demande, le Tchad aussi est sur le continent africain. Pourquoi n'avoir pas pensé au Tchad pendant qu'il parlait justement de ces pouvoirs militaires aujourd'hui qui gèrent ces pays-là? Simplement parce que la question du Tchad se pose dans des termes, effectivement, Luc Michel l'a rappelé, très compliqués. C'est-à-dire que les pays africains aujourd'hui comprennent parfaitement qu'ils ont un levier de pression, un levier de choix de partenaires, qui est de plus en plus évident. On parle beaucoup de la Russie, évidemment de la Chine et d'autres pays, mais surtout les pays africains se rendent compte aussi qu'ils sont devenus un enjeu géopolitique international considérable en termes évidemment politiques, en termes économiques, en termes de ressources et en termes de développement. Donc tous ces éléments-là, puisqu'il y a une raréfaction des ressources minières, énergétiques et autres, tous ces éléments-là font que maintenant il y a une prise de conscience de ces nouveaux chefs africains qui arrivent de plus en plus nombreux sur le territoire, très souvent formés par l'armée, et qui se rendent bien compte que le parrain français, comme on l'appelait à l'époque, donc la France, la fameuse France-Afrique, n'a pas apporté grand-chose de bon, sinon rien du tout, mais surtout qu'elle apporte beaucoup de difficultés, de désolation, de guerre, de division. On a bien vu que chaque pays africain dans lequel la France est intervenue, ça c'était souvent des interventions extrêmement tonitruantes, violentes, avec des coups d'État qui étaient téléguidés. Donc quand Gutiérrez débarque en Afrique et qu'il ne prend pas le Tchad, c'est parce que manifestement le Tchad n'est pas un partenaire qu'ils prennent vraiment de façon évidente comme un vrai partenaire solide pour eux, de leur point de vue. Et puis il faut se rappeler quand même que le père d'Ebi Idriss Itno n'était pas forcément très favorable à l'Occident. C'est un partenaire ami de Kadhafi, n'oublions jamais ça. Tous ces éléments-là, puis surtout, bon, il faut se rappeler fondamentalement la vraie question qui s'est posée en Afrique, et d'ailleurs on l'entend souvent dans le discours des Russes, des Chinois aujourd'hui, de beaucoup de pays africains, c'est que l'assassinat et la barbarie avec laquelle est assassiné le colonel Muammar Kadhafi, paix à son âme, eh bien cet assassinat, on l'a pas oublié en Afrique. Il y avait déjà toute une succession d'assassinats de pays, de dirigeants de pays africains qui n'étaient pas très forts, mais là par contre la Libye c'est quand même un terrain qui était fort, structuré, avancé militairement, économiquement, qui était viable, et pour lequel il y avait un modèle politique nouveau, le livre vert, la fameuse Jamaria. Et ils ont assassiné un espoir pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui voulait une unification africaine par les raisons économiques et autres. Donc c'est vrai que lorsque ils mettent un peu de côté le Burkina, le Tchad, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance, tout simplement, parce qu'il y a une tradition tchadienne aussi qui est quand même assez indépendantiste. Après, ils pensent qu'ils ont sous leur coupe l'Afrique de l'Ouest, qui est une erreur stratégique, on le voit bien, ce qui s'est passé au Mali, ce qui va peut-être se passer au Burkina et autres. Tout un tas de pays commencent à être en défiance parce que effectivement aujourd'hui, depuis 30 ans, depuis la fin de la chute du mur de Berlin et donc de la chute de l'Union soviétique, depuis 30 ans, ils voient qu'il y a un mouvement à l'Est qui est en train de se constituer, qu'il y a un front du refus nouveau qui commence à arriver. Ils voient que les Russes et les Chinois sont solidaires, et plus encore, même les Indiens ont démontré qu'ils n'allaient pas suivre les diktats américains, la Pax Americana par la guerre, et ils ont considéré effectivement qu'il y avait une possibilité enfin d'avoir des partenaires solides. Ça rappelle l'époque de la guerre froide, ça rappelle l'époque où effectivement l'Afrique était divisée en plusieurs secteurs, plusieurs zones d'influence. On se rappelle de la guerre en Angola, par exemple, où effectivement les communistes de Cuba allaient soutenir les Angolais et d'autres pays qui étaient plutôt proches du bloc de l'Est socialiste. On se rappelle aussi évidemment de cette rupture qui se fait actuellement entre l'Algérie et le Maroc, donc sur en gros l'Est et l'Ouest, sur les questions effectivement de géopolitique,
où ils ont relancé ce conflit de basse intensité avec le Sahara occidental. On se rappelle évidemment des pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, excusez-moi, je parle de la Corne de l'Afrique, où à nouveau on a vu que des mouvements de troupes de la part de mercenaires étrangers avaient commencé à se manifester du côté surtout de l'Éthiopie, alors que la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie était finie, mais que le président Abiy Ahmed le Premier ministre avait fait le travail, et on se rend bien compte qu'effectivement la confiance est rompue. Mais c'est pas une confiance saine, hein, c'est pas une confiance de partenaires équilibrés, c'est une confiance de maître à esclave. C'est-à-dire que malheureusement les Occidentaux, ils ont tendance à prendre le reste du monde pour des sous-hommes. Je dis bien les Occidentaux, donc je repense là le discours des nazis, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de condescendance, de ce mépris, de prendre les gens pour les imbéciles, de croire qu'ils sont plus malins que tout le monde, qu'ils ne font jamais d'erreur, que ce sont les plus éclairés, les plus scientifiques, les plus avancés. Eh bien non, aujourd'hui c'est pas vrai. En Afrique, il y a des gens de très haut niveau qui commencent à développer des sciences de très haut niveau. En Afrique, on a pris de longueur d'avance sur pas mal de produits, par exemple comme la dématérialisation de la banque. Et en Afrique surtout, on a la chance d'être sur des terres très riches avec une population jeune et une volonté d'indépendance de plus en plus marquée avec des gens très éduqués. La différence fondamentale entre l'Occident et l'Afrique, et je tiens à la souligner, c'est important, c'est que en Afrique, la population, toutes les populations africaines, nord, sud, est, ouest, quelle que soit leur zone géographique, toutes les populations jusqu'au dernier des bergers ont un sens politique aigu. Ils savent ce qu'ils sont, ils connaissent leur histoire, ils connaissent la barbarie occidentale, ils ont un souvenir très très violent parce que c'est pas si vieux que ça finalement, et aujourd'hui ils sont capables de dire, d'avoir un sens critique, de dire non, on ne veut pas de ces gens-là. En Europe, par contre, la propagande aidant, ils se sont auto-intoxiqués, les populations sont complètement atomisées intellectuellement et ne se rendent même pas compte qu'il y a un problème de déséquilibre des rapports de force et surtout un problème de mépris de classe et de mépris de race, j'ose le mot race, effectivement, ce mépris qui malheureusement n'est pas bien perçu par les populations européennes. Si les Européens savaient comment les dirigeants occidentaux voyaient les Africains et l'Asie, comme ils l'ont fait avec la Chine récemment avec l'histoire du Covid, eh bien les Européens, je pense que les populations seraient beaucoup moins en osmose avec leurs dirigeants. Voilà, donc effectivement, pourquoi ils n'ont pas confiance au Tchad, c'est parce que le Tchad n'est pas pour eux un partenaire solide, il n'est pas assez soumis. Merci à vous, Guemel Habina. Luc Michel, je voudrais qu'on entame à présent avec vous la toute dernière partie de l'émission, cette fois-ci consacrée à un autre axe du discours d'Antonio Guterres tenu à Dakar, au Sénégal. On a vu, quand il a évoqué la situation en Ukraine, comment est-ce que le président Macky Sall a tenu plutôt à nuancer un peu, ne pas dire que l'Afrique soutient notamment la dynamique des Nations Unies ou alors de la communauté internationale qui voudrait aujourd'hui que ce soit tous contre la Russie. Et on a vu une fois de plus cet équilibrisme du président Macky Sall qui vient ici montrer que l'Afrique aujourd'hui n'est pas soudée derrière l'Occident dans cette guerre en Ukraine. Alors, quel est le regard que vous portez ? Le président Macky Sall ne fait pas de l'équilibrisme, il a au contraire une position claire et nette. Il était l'un des principaux invités au sommet de Doha des États producteurs de gaz il y a 6 semaines, et son pays était un maillon important de ce qu'on appelle l'association des États producteurs de gaz, l'OPEP du gaz, qui regroupe les Vénézuéliens, les Iraniens, les Russes et les Algériens. Macky Sall, à partir de 2018, lui qui était l'allié de l'Occident, a fait un retournement géopolitique à 180 degrés, principalement justement pour des raisons géoéconomiques. Il est aujourd'hui l'allié principal de l'Iran en Afrique. Il anime le corridor anti-sanctions Caracas-Téhéran-Dakar pour vendre les hydrocarbures vénézuéliens et iraniens qui sont victimes de sanctions. Et dans le dossier ukrainien, il a pris parti avec d'ailleurs 2 anciens alliés de l'Occident, qui sont les Émiratis et les Qataris, qui ont retourné leur veste. Ils ont pris parti pour la Russie dans la guerre du gaz contre les États-Unis. Il n'y a donc pas une position ambiguë. Ajoutons que lorsque l'Ukraine a voulu venir recruter des mercenaires en Algérie et au Sénégal, il a agi contre les ambassades d'Ukraine qui ont été réprimandées pour ce sale travail. Il a refusé que le sang africain serve à aller abreuver la guerre de l'OTAN en Ukraine. C'est la grande stupeur des Occidentaux, c'est qu'à partir du dossier ukrainien, ils découvrent que ce monde qui pensait tenir diplomatiquement, économiquement et militairement n'est plus à eux, en particulier en Afrique, au Proche-Orient, mais aussi en Asie
où deux alliés militaires des États-Unis, le Pakistan en Asie centrale et l'Inde dans l'océan Indien, se situent aussi du côté russe. Il y a eu un événement géopolitique important aujourd'hui. C'est la Russie qui a adopté une forme d'étalon-or aux grands applaudissements des Chinois. Il va donc maintenant avoir une dédollarisation, à commencer par le marché des hydrocarbures. Tout cela, c'est en train d'ébranler le monde américano-occidental et c'est la chance historique de l'Afrique de se libérer du néocolonialisme. Merci à vous, Luc Michel. Et très rapidement, Larba, Israël, vous êtes à Ouagadougou et je vous retrouve. Alors, on a écouté le président Macky Sall réagir par rapport à la situation en Ukraine et on voit, enfin, tout à l'heure je parlais d'équilibrisme, mais Luc Michel, lui, il va plus loin et parle, d'une prise de position claire qui n'est pas favorable ici à l'Occident. Vous avez écouté le président Sall tout à l'heure. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il n'y a pas eu de... je ne dirais pas aussi qu'il y a un équilibrisme. Je dirais plutôt qu'il a donné une réponse très sage donc au secrétaire général de l'ONU. Si vous avez remarqué, au moment où on avait demandé de voter contre la Russie, le Sénégal n'avait pas voté. Et donc le Sénégal avait refusé de voter contre la Russie et donc par ricochet l'Union africaine. Et donc dans cette posture de prudence et qui aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, que ce soit la France ou les États-Unis, ils essaient de manipuler l'Union africaine pour faire croire au monde entier que l'Union africaine soutient cette politique occidentale-américaine qui consiste à condamner coûte que coûte la Russie et le président Macky Sall vient de montrer aux yeux du monde entier que non, qu'il n'en est pas ainsi et que l'Union africaine, que les pays africains observent la situation et ne soutiennent ni le camp occidental, mais demandent à ce qu'il y ait une sorte de médiation qui pourrait amener la paix en Ukraine. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il faut saluer le président Macky Sall pour cette réponse-là, qui est très claire, et donc qui a permis de déjouer le jeu donc du secrétaire général de l'ONU qui voulait emballer le monde entier dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Merci à vous, Larba. Israël, depuis Ouagadougou. Yérim Bakoum, vous êtes au Mali, à Bamako. Je vous retrouve. Alors, l'Union africaine aujourd'hui et sa position commune, on ne peut plus douter, cette position commune est celle de la neutralité finalement, pour ne pas dire du non-soutien à l'Occident. Vous, qu'en pensez-vous après avoir écouté Macky Sall? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, en attendant que le micro puisse être réglé, on va à nouveau faire le point sur cette tournée en Afrique de l'Ouest d'Antonio Guterres à travers ce reportage et nous revenons juste derrière. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a entamé sa tournée africaine au Sénégal avant de se rendre au Niger et au Nigeria. Lors d'une conférence de presse dimanche, Antonio Guterres a dit avoir évoqué avec le président Macky Sall les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que le rétablissement des gouvernements civils en Afrique de l'Ouest. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel
dans les délais les plus brefs. Le chef de l'ONU a également préconisé le renforcement du partenariat stratégique avec l'Union africaine, qu'il a décrit comme un modèle de coopération régionale. Pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien et en tout cas l'Afrique en ce qui la concerne travaillera dans cette perspective de paix, de désescalade et de privilégier le dialogue pour que finalement les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie. Antonio Guterres a visité le chantier du futur siège des opérations régionales de l'ONU, ainsi qu'une unité de fabrication de vaccins. Face à l'urgence climatique, il a exhorté les pays riches à passer aux actes. Et force est de constater que nous sommes bien loin d'une trajectoire qui nous permette de baisser les émissions de 45% d'ici à 2030 et de contenir l'objectif de réchauffement de 1,5 degré. Retour sur ce plateau. Yeri, j'espère que cette fois-ci, on aura votre retour. Yeri, est-ce que vous nous écoutez? Jérôme, est-ce que vous aussi vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allez-y, nous vous écoutons. La question reste la même. J'ai un problème d'écouteur. En fait, Jérôme, moi, je vous donne un exemple bien précis par rapport à cette question. Vous prenez le cas de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne qui achète, c'est-à-dire le gaz et le pétrole russe, et qui veulent imposer au Mali de ne pas acheter, de ne pas avoir de coopération entre ces deux pays. Vous voyez un peu, c'est-à-dire les jeux des Occidentaux. Ce même Allemagne achète du gaz, ne peut pas s'en passer du gaz des Russes. Et eux, ils nous empêchent d'avoir une coopération avec la Russie. Où est la cohérence dans cette avancée-là? Donc, c'est par rapport à ça que nous, c'est-à-dire aujourd'hui au Mali, c'est le peuple malien aujourd'hui qui a décidé en fait. Parce que je parle ici au nom, pas dire au nom du peuple malien, mais je parle ici au nom de l'ensemble des Maliens. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons pratiquement la même réflexion, c'est de sortir, c'est-à-dire entre les mains de ces Occidentaux pour avoir un bon partenaire gagnant-gagnant pour développer nos pays et demande aussi à faire développer, c'est-à-dire les autres pays de s'ajouter aussi au Mali, de s'unir nos forces et de devenir un seul homme pour pouvoir relever le défi qui nous attend. Maintenant, concernant, c'est-à-dire pour dire de ne pas sortir avec, c'est-à-dire la coopération russo-mali, le peuple malien aujourd'hui dans son ensemble est engagé dans ce combat pour devenir un seul homme, pour relever le défi au niveau de toutes les questions, que ce soit économique et sécuritaire, sur tous les plans. Voilà. Voilà. Jérôme, vous m'écoutez? Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Donc, c'est par rapport à tout ça aujourd'hui que le peuple malien s'est levé pour dire non à la France. Et nous appuyons aussi et nous soutenons nos autorités de la transition, qui sont les 5 colonels et le Premier ministre, pour que le Mali puisse sortir dans ces impasses-là. Maintenant, concernant la pression des Européens, c'est très normal parce que tous ces pays européens aujourd'hui, ils vivent ensemble, ils collaborent ensemble, ils s'organisent ensemble. Maintenant, leurs intérêts aussi sont liés, ils sont obligés de faire le combat ensemble. Donc voilà pourquoi l'Afrique aussi doit s'unir, les Africains aussi doivent s'unir pour chercher un seul objectif, c'est-à-dire les intérêts des Africains, sortir entre les mains de ces colons, c'est-à-dire prolonger aujourd'hui l'Afrique à un niveau aujourd'hui dans des compétitions internationales. Voilà mon point de vue par rapport à ça. J'ai un petit problème d'écouteur, quoi, en fait. Oui, c'est pas grave, voilà. C'est pas grave, rassurez-vous, on a parfaitement pu écouter et avoir votre contribution sur le plateau de cette palabre intellectuelle. Voilà, Larba, je vous retrouve une fois de plus à Ouagadougou, au Burkina Faso, et on se demande un peu ce qui va se passer. Est-ce que les autorités de transition dans votre pays vont écouter Antonio Guterres, pensez-vous, et transmettre très rapidement le pouvoir aux civils? Non, je ne pense pas, même si les autorités militaires aujourd'hui le veulent, ils ne peuvent pas. Je vous ai expliqué que on ne peut pas faire 100 km à l'intérieur du Burkina Faso en dehors de Ouagadougou. Donc, ça serait difficile. Les conditions ne sont même pas unies pour que nous passions à une élection aujourd'hui, qu'elle soit locale ou même qu'elle soit
sur le plan national, c'est impossible. C'est impossible donc je ne pense pas que les autorités militaires vont écouter donc le secrétaire général de l'ONU. Je voulais répondre un peu à mon frère du Mali qui disait que Takuba ou Barkhane s'est installé au Burkina Faso. Non, ce n'est pas encore le cas, même si il y a des rumeurs qui coulent que cette force militaire-là est installée au Burkina, n'est pas encore installée au Burkina, et la jeunesse est en train de mettre la pression pour que cela n'arrive pas. Et donc, c'était ça. Merci. Merci. Merci à vous. Et rappelez peut-être là-bas, rappelez également qu'il n'y a pratiquement pas de base militaire française au Burkina Faso, à part voilà une petite unité présente à Ouagadougou qui, à l'époque, d'ailleurs, on se souvient, il y a avant que le colonel Damiban accède au pouvoir, voilà, il y avait une assistance pour l'unité d'élite qu'il gérait avec des éléments, des forces spéciales françaises, et c'est à peu près la seule présence militaire française au Burkina Faso jusqu'à présent. Oui, c'est ça. C'est la seule présence qui est là, mais qui existait déjà depuis la première transition qui a vu le départ donc du président Blaise Compaoré. Il était question de venir installer une petite base de soutien en vue de venir en aide au Mali à l'époque qui était sous le coup du terrorisme. Et donc depuis cette base, la seule base d'ailleurs, la seule unité d'ailleurs de soutien aux forces spéciales qui est là, et il n'y a pas eu encore d'autres détachements ou d'autres opérations de militaires français qui sont implantés au niveau donc du Burkina Faso. Donc il faut dire que pour revenir à votre question en ce qui concerne les élections au Burkina, aujourd'hui, même si les militaires sortent et ils parlent d'organisation d'élections, s'ils ne font pas attention, il va y avoir un deuxième coup d'État. Parce qu'ils sont venus pour restaurer la sécurité d'abord, avant de passer. Et à l'heure actuelle, rien n'est fait. Il n'y a pas eu d'amélioration proprement dite pour que nous puissions passer à une élection. Et je pense que le secrétaire général de l'ONU ne s'inscrit pas dans une optique de sécurité ou dans une optique de l'avenir du peuple burkinabé pour demander qu'il y ait des élections tout de suite au niveau du Burkina Faso. Et donc, son agenda sur lequel il se base là, je pense qu'il peut aller l'imposer ailleurs, ça ne passera pas au niveau du Burkina Faso. Ce n'est même pas les militaires qui vont refuser, c'est le peuple même qui va s'opposer. Voilà. Alors que nous effectuons le dernier tour de table, Gamal Abina, alors finalement on a l'impression qu'il y a l'agenda de l'ONU et de la communauté internationale sur ces différentes transitions. Et il y a également les agendas des différents peuples qui sont complètement des agendas différents. Au Mali, on sait que tout le monde veut la pleine souveraineté de l'État, la restauration de la sûreté, de la sûreté de l'État. Au Burkina Faso, on sait que c'est la même chose. Et pourtant, on voit que en Occident, c'est surtout les élections. Voilà. Bon, ça, c'est le petit cadre occidental de manipulation. Je veux dire, le principe démocratique, on peut en discuter longtemps. Moi, j'ai toujours critiqué les démocraties occidentales parce que le système bipartite, comme aux États-Unis, par exemple, deux grands partis surfient le pouvoir tous les 4 à 8 ans, ça s'appelle une dictature déguisée. Évidemment, ce sont des grands bourgeois qui ont beaucoup d'argent, qui font les élections entre eux. Le peuple fait semblant de voter, mais en réalité, c'est une plaisanterie. Après, quand ils veulent imposer la démocratie dans les pays pauvres, c'est aussi une plaisanterie parce qu'il n'y a pas un pays riche aujourd'hui qui n'est pas passé par un pouvoir dirigiste fort. Jusqu'en 45, par exemple, la plupart des dirigeants occidentaux étaient des militaires. On l'oublie aujourd'hui. Que ce soit Eisenhower, que ce soit Roosevelt, que ce soit De Gaulle, que ce soit pas Roosevelt, j'ai une bêtise, que ce soit comment on appelle ça, le Churchill en Angleterre, que ce soit pareil en Allemagne, on avait vu Hitler ou Mussolini, tous les dirigeants occidentaux, qui soient dictatoriaux ou qui soient démocrates, étaient tous des militaires. Pétain en France, vous avez aussi pareil en Russie avec Staline. C'était tous des caporaux, des généraux, des commandants, bref. Donc la dictature a pris le pas d'abord sur la démocratie, parce qu'il fallait renforcer la sécurité des pays. Mais une fois que la guerre était passée, une fois que ça allait mieux, après c'est la démocratie qui s'est installée avec le développement économique. Il se trouve que la Chine a démontré que c'est pas la démocratie n'apporte pas le développement économique, puisqu'ils ont réussi sans démocratie à avoir un développement extraordinaire, mais que ce qu'on appelle la bienveillance des dirigeants, c'est-à-dire faire en sorte de bien diriger les pays. Je vais pas utiliser le terme français que je trouve un peu ridicule lorsqu'il parle à chaque fois d'une direction politique qui serait
pas bienveillante, mais plutôt une forme de... Il y a un mot ridicule, je ne vais même pas l'utiliser tellement je le trouve ridicule, j'entends toujours sur RFI. Non, la bonne gouvernance dont il parle tout le temps. Mais une chose est certaine, c'est que ces pays-là ont compris que d'abord, la première des choses, et je le dis moi-même, si vous voulez installer un bien-être pour le peuple, il faut de la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir un bien-être. Si les gens ont peur quand ils sortent de chez eux, s'ils sont attaqués, s'il y a des terrorismes ou des attaques quelconques, même de la voyoucratie, tout simplement. S'il n'y a pas une stabilisation, eh bien, ils sont étrangers. Et je prends l'exemple, pour un exemple très concret, la Russie. Du temps de Eltsine, par exemple, eh bien, en Russie, Moscou était la ville plus dangereuse que Chicago. Chicago, du pays de la plus grande démocratie au monde. Donc, la question de la sécurité est une chose qui intéresse les Africains au plus haut point, et ils ont raison. S'il faut un pouvoir dur pour arriver à une sécurité, il le faut, c'est nécessaire, comme c'est arrivé en Europe. Et de l'autre côté, la question de la démocratie intéresse l'Occident, parce que quand il parle de démocratie en général, il place un de leurs dictateurs au pouvoir. Je prends l'exemple de Sisi, par exemple, en Égypte. Il fait 95% de résultats aux élections. C'est une dictature déguisée. On dit que c'est un démocrate. On discute avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est pro-occidental. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce qu'on doit choisir entre la liberté et la sécurité? Eh bien, moi, je pense qu'en Afrique, il faut d'abord choisir d'abord la sécurité, qui va donner la liberté une fois que les choses seront mieux. Alors, c'est quoi la sécurité? C'est une sécurité, évidemment, pour les lambda, les gens qui vivent au quotidien, pour pas être tués, tout simplement. Ensuite, c'est la sécurité alimentaire, la sécurité économique, la sécurité aux frontières, et ensuite la liberté. C'est pas dans le sens inverse. On n'a pas de démocratie qui soit viable s'il n'y a pas, et on le voit bien en Libye aujourd'hui, s'il n'y a pas d'abord la sécurité qui est assurée. La Libye, par exemple, ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Les Libyens ont accepté le jeu de la démocratie. Le résultat, c'est qu'il y a 2 gouvernements et une guerre civile. Donc cette idée de la démocratie importée par les bombes qu'on avait importée en Irak aussi, je le rappelle, c'est un moyen de faire pression sur les pays qu'ils considèrent comme étant pas assez soumis. Parce qu'évidemment, en démocratie, c'est un homme riche qui gagne l'élection en général. On le voyait bien avec Trump ou avec d'autres milliardaires en Europe. Et dans les pays pauvres, celui qui gagne l'élection, c'est celui qui est soutenu par l'occidental qui est riche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. D'abord, est-ce que vous voulez le développement et la sécurité, ou est-ce que vous voulez une démocratie qui vous apporte pas de sécurité? La réponse coule de source, je crois. Merci à vous, Gamal Abina. Et je vous retrouve très rapidement, Yeri Bakoum, en espérant que vous nous recevez parfaitement. Alors, on se demande finalement si, on n'a pas une communauté internationale qui cherche à se substituer aux différents peuples. Répétez, s'il vous plaît, Oui. On dirait que la communauté internationale cherche à se substituer aux différents peuples dans ces pays-là, en parlant des programmes, des agendas des transitions. Oui, en fait, c'est pour juste toujours continuer la manipulation quand même. Vous savez, si 2 personnes sont en conflit, obligatoirement c'est une question d'intérêt. C'est très normal et je le comprends. Mais ce qui ne passe pas et qui ne passera pas, c'est qu'aujourd'hui les peuples sont debout et sont déterminés à sortir entre les mains de ces colons. Donc c'est très normal que aujourd'hui les Nations Unies, l'ONU, c'est-à-dire la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO aujourd'hui, on peut prétendre dire que la CEDEAO aujourd'hui c'est comme aussi une colonie française. Aujourd'hui c'est comme un jeu des Occidentaux qui peuvent le manipuler à tout moment, c'est-à-dire Union africaine, pareil, c'est-à-dire l'ONU, pareil, parce que ce sont les grandes puissances qui financent ces organisations. Aujourd'hui, ils sont à la merci de ces puissances-là et aujourd'hui, ils font ce que ces puissances-là leur demandent et c'est compréhensible. C'est très compréhensible, c'est-à-dire de se soustraire, c'est-à-dire aux préoccupations du peuple et aux préoccupations de nos autorités aujourd'hui. C'est très normal et c'est très compréhensible. Chose faite que aujourd'hui le peuple ou les peuples du moins sont aujourd'hui éveillés et ils vont plus se laisser faire. Car aujourd'hui, tout le monde voit la situation aujourd'hui au Mali. Tout le monde voit aujourd'hui les pressions que Macron est en train d'exercer sur le Mali, coûte que coûte, s'immiscer dans la politique et dans la vie malienne. Aujourd'hui, tout le monde, c'est visible quoi. Mais face à l'opinion du peuple, les Occidentaux ne peuvent rien faire si on reste soudés et unis. Donc voilà un peu mes analyses par rapport à cette situation. Et pour terminer aussi, je présente un peu d'excuses à mon frère Israël qui a répondu vraiment à ma question. C'est ce qu'on s'est dit en fait au Mali ici pratiquement. Vous savez, à travers nos petites recherches et nos analyses, on s'est dit qu'ils sont déjà installés même au Burkina. Mais je salue le courage aujourd'hui du peuple burkinabé. Je salue aujourd'hui l'engagement de la jeunesse burkinabé.
burkinabés et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Mettez Damimpa sur le chemin de la réalité, car aujourd'hui c'est tout le peuple, l'Afrique entière qui veut que vraiment l'Afrique sorte entre les mains de ses colons. Donc je vous félicite et vous remercie et ne vous laissez pas influencer ou bien ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Mettez le combat, mettez ce qu'il faut pour interdire ces Européens ou bien ces Occidentaux de s'installer au Burkina pour semer du trouble au Sahel. Voilà. Merci à vous. Voilà, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Je vous dis merci d'être passé. Merci à vous. D'abord, Yeri Bakoum, merci d'être passé ce soir. Merci. Merci également à Larba, Israël, Lampo, depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Merci, Israël. Merci à vous à tout moment. Merci bien. Merci aussi à Luc Michel. Merci à Gamal Abina, internationaliste. Merci de nous avoir retrouvés depuis Paris. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Et toujours un plaisir partagé. Merci à vous, messieurs. Je vous souhaite une excellente soirée. Et quant aux téléspectateurs de la télévision panafricaine, eh bien, ne bougez surtout pas. Le journal africain est à suivre dans 10 minutes. Et nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles éditions.